Une double empreinte semble exister chez les animaux de compagnie, comme le chat et le chien, qui s'attachent à la fois à leur mère et à l'homme. Un chiot doit être familiarisé à l'homme très tôt, sinon aura des difficultés d'intégration dans une famille. On va voir maintenant d'autres types d'empreintes. Et d'abord, l'empreinte environnementale. Le meilleur exemple, c'est l'exemple des saumons. Alors, les saumons éclosent en eau douce et migrent vers la mer où ils atteignent la maturité sexuelle. Les adultes reviennent pour frayer dans le cours d'eau où ils sont nés, même après plusieurs années en mer pour certaines espèces. Cette capacité repose sur une empreinte olfactive sur les caractéristiques de l'eau de la rivière qui dépend de la qualité de la terre et de la végétation tout autour. Dans les conditions normales, les saumons s'imprègnent de l'odeur complexe du lieu, de leur lieu de naissance et la mémorisent. Cela paraît possible quand on sait que l'eau de source a des qualités gustatives très variables. L'odeur des gènes qui descendent de la rivière aiderait les autres. Il pourrait y avoir en effet une odeur commune liée à la parentèle. Mais ceci est à démontrer. Un autre exemple, c'est l'exemple de l'empreinte alimentaire chez de nombreux insectes phylophages. L'adulte se nourrira sur la plante où il a vécu. Il existe des cas où il n'y a pas besoin d'apprentissage. L'odeur recherchée est inscrite de manière innée et on parle alors de coévolution entre l'insecte et la plante. Chez les fourmis et les abeilles ou guêpes, il y a apprentissage de l'odeur coloniale à l'émergence et même déjà au stade larvaire dans certains cas. Chez les fourmis, c'est l'odeur des congénères qui est importante. Chez les guêpes, c'est l'odeur du carton du nid qui sert de signal d'apprentissage. Chez l'abeille, c'est l'odeur de la cire. L'abeille ouvrière, nouveau-née, apprend à reconnaître l'odeur de la reine dans les jours qui suivent l'éclosion imaginale. Si par exemple on anesthésie au CO2 les larves qui viennent d'éclore, cet apprentissage ne peut pas avoir lieu. Et il peut alors être remplacé par un autre apprentissage. Alors, l'autre type d'empreinte, c'est l'empreinte sexuelle. Alors, suite à l'empreinte filiale, un attachement se développe entre le jeune et ses parents. Pourtant, cette expérience peut avoir aussi des effets à long terme à l'âge adulte, et surtout au niveau des relations sociales ou du choix du partenaire sexuel. Or, il semble que l'empreinte sexuelle est plus tardive et différente entre les deux sexes. On va commencer par l'empreinte sexuelle chez les oiseaux. Alors, on a constaté que l'empreinte sexuelle est possible avec des parents très différents. Les couvaisons croisées ont permis de mettre en évidence ceci.
Une couvaison croisée, c'est lorsqu'on fait couver les œufs d'une espèce par la femelle d'une autre espèce. Nous prenons l'exemple de la couvaison des œufs des canards colverts par la femelle des canards musqués et vice-versa. Comme vous constatez sur les photos, les deux types de canards présentent un dimorphisme sexuel avec une coloration verte du plumage de la tête et du cou du colvert mâle et une couleur gris-marron de tout le corps des femelles. Pour les canards musqués, le mâle a une tête blanche et tout le plumage du corps est noir. Les femelles sont toutes blanches. Après la couvaison et à l'âge de reproduction des mâles, ils vont essayer de s'accoupler de préférence avec des femelles de l'espèce adoptive. C'est-à-dire les mâles des colverts cherchent les femelles musquées et les mâles musqués cherchent à s'accoupler avec les femelles colverts. En général, chez la femelle, le choix du partenaire sexuel est moins évident car c'est surtout le mâle qui décide. Mais quand même, elle a à accepter l'accouplement ou pas. Ainsi, les femelles imprégnées dans notre exemple n'acceptent de s'accoupler qu'avec des mâles de leur propre espèce. On peut dire qu'elles n'ont pas subi d'imprégnation sexuelle. Alors, pour déterminer la période exacte de l'imprégnation sexuelle subie par les mâles, on a fait une expérience de couvaison des œufs des canards colverts par une femelle musquée. Alors, pour cette expérience, on a séparé les poussins en 4 lots. Et ces poussins, ils sont restés avec leur mère adoptive jusqu'au moment de la confrontation avec l'autre espèce. Alors, ces 4 lots ont été mis pour une période courte de leur vie en présence des canards colverts. Le premier groupe a été confronté aux canards colverts à l'âge poussin. Le deuxième groupe à l'âge juvénile. Le troisième groupe à l'âge préadulte, ce qui correspond à l'adolescence chez le canard. Et le quatrième groupe a été confronté au canard colvert étant adulte. Après la confrontation, chaque lot est remis avec l'espèce adoptive jusqu'à l'âge de reproduction. À ce moment, on les place dans un groupe composé de canards colverts et de canards musqués. Puis, on va noter leur choix de partenaire sexuel. Les résultats montrent que tous les canards mâles des groupes 1, 2 et 4 choisissent les femelles de l'espèce adoptive, c'est-à-dire les canes musquées. Dans les périodes au cours desquelles ils ont été confrontés aux individus de leur propre espèce. Alors, cette période de confrontation, elle ne correspondait pas à la période de leur imprégnation sexuelle. Alors que pour les mâles du groupe 3,
Ils choisissent les femelles des colvers avec lesquelles ils ont été confrontés à l'âge préadulte. Donc, ils ont subi l'imprégnation sexuelle à cette période de leur vie. Vous voyez que cette période est très tardive par rapport à celle de l'imprégnation filiale qui a été décrite par Laurence. Les 3 autres groupes ont passé cette période où l'imprégnation a lieu en présence de leur espèce adoptive. C'est pourquoi leurs mâles ont choisi les femelles de l'espèce adoptive. Il faut noter quand même que cette imprégnation sexuelle n'est d'ailleurs pas absolument ou absolue, puisqu'elle n'empêche pas la reproduction en l'absence du modèle d'imprégnation avec un partenaire de son propre espèce. Alors, comme vous constatez, pour toutes les femelles des 4 groupes, elles n'acceptent s'accoupler qu'avec les mâles de colvers, c'est-à-dire les mâles de leur propre espèce. Les femelles auraient une reconnaissance innée de l'image de leur partenaire sexuel et n'ont donc pas besoin d'empreinte. L'empreinte sexuelle est parfois couplée à un apprentissage individuel des caractéristiques précises des parents. Et plus tard, il y aura recherche d'un partenaire légèrement différent, comme cela a été montré chez les cygnes. Cela permet d'éviter la consanguinité. Chez les mammifères, il n'y a pas d'empreinte sexuelle par rapport à un modèle visuel, mais ils orientent leur choix sexuel en fonction de leur expérience olfactive précoce, en relation avec le complexe majeur d'histocompatibilité. Ce complexe n'a pas seulement un rôle dans l'immunité, mais permet un marquage olfactif individuel mais très proche entre les parents et leur descendance. En effet, l'Américain Yamakazaki a découvert en 1988 que les souris de laboratoire construisent pendant la période d'allaitement un modèle de référence avec leur mère et leur fratrie. Ce modèle de référence sera utilisé par ces souris pour chercher un partenaire sexuel un peu différent. Cela permet également d'éviter l'inceste. Dans l'espèce humaine, on vient très récemment de retrouver cette préférence pour des partenaires sexuels à odeur légèrement différente de la leur. Chez les chiens et les ongulés, la connaissance des stimuli olfactifs, base de leur comportement sexuel, semble innée. Et ça, vous le constatez pour les chiens, par exemple, et les ongulés. Donc, ils reniflent les femelles avant de s'accoupler avec leur partenaire. Quant aux primates, ils réorientent leur choix sexuel vers les congénères dès qu'ils sont remis avec leurs semblables. Donc, même s'ils restent trop longtemps en présence des humains ou ils sont élevés par les humains, dès qu'ils sont remis avec leurs congénères, ils vont réorienter leur comportement sexuel vers leurs semblables.